Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. On baigne souvent dans un discours ambiant assez sombre, non? Ah oui, c'est vrai. Crise climatique, tensions partout, inégalités. On a vite l'impression que tout va mal, quoi. Exactement. Et pourtant, il y a ce livre qui fait pas mal de bruit, qui affirme l'inverse. Chiffres à l'appui. Le triomphe des Lumières de Steven Pinker. Oui, un message assez direct. L'humanité irait mieux que jamais. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est provocateur. Alors aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu cette thèse. C'est ça. Est-ce que c'est juste de l'optimisme béat ou est-ce qu'il y a vraiment un fondement solide? On va plonger dans les arguments de Pinker, voir comment il s'appuie sur les idéaux des Lumières. La raison, la science, l'humanisme. Voilà. Et surtout sur des montagnes de données pour défendre cette idée de progrès. C'est une perspective qui mérite qu'on s'y arrête, je crois. Qu'on soit d'accord ou pas à la fin. Tout à fait. Et donc, notre discussion, elle va s'appuyer sur des passages clés du livre de Pinker. D'accord. Faut vraiment voir cet ouvrage comme une immense fresque en fait, une tentative de mesurer l'évolution du bien-être humain sur des siècles. À travers plein d'indicateurs différents, c'est ça? Exactement, des dizaines, la santé, la richesse, la sécurité, les droits, même le bonheur. Ah oui. Et c'est cette approche quantitative, très systématique, qui fait sa force et, disons, sa particularité. Donc notre objectif ici, c'est pas forcément de convaincre. Non, pas du tout. C'est plutôt d'exposer son argumentation, de la comprendre. On va voir quelles preuves de progrès il met en avant, et aussi pourquoi, selon lui, on a tant de mal à voir ce progrès. La fameuse progressophobie, comme il l'appelle. Voilà. Et puis, on abordera comment il envisage les défis colossaux qui restent. Le climat, par exemple. Toujours avec ce prisme de la raison et des données. C'est ça, c'est sa méthode. Bon alors, commençons par la base, les Lumières. Pour Pinker, c'est pas juste une période historique, hein. Non, c'est plus un ensemble d'idéaux fondamentaux. Il en retient 4 principaux. Oui. La raison, d'abord, comme outil pour comprendre le monde. La science, comme méthode pour avoir des connaissances fiables. Le progrès, comme objectif, l'idée qu'on peut améliorer la condition humaine. Et le quatrième, très important pour lui, l'humanisme. Oui, cet humanisme, il insiste beaucoup dessus. C'est l'idée que la valeur suprême, le but, c'est le bien-être des individus. Des vrais gens. Exactement. Pas la gloire d'un dieu ou d'une nation ou d'une idéologie. Non, la vie, la santé, le bonheur, la liberté. Des hommes, des femmes, des enfants, partout. C'est ce compas moral, si on veut, qui doit guider nos actions, d'après lui. Et pour savoir si on avance vers cet idéal humaniste, Pinker a une méthode très claire. Oui, il faut compter, mesurer. Utiliser les données pour évaluer l'état du monde, c'est ça, en donnant la même valeur à chaque vie. Tout à fait. Ça peut paraître un peu froid dit comme ça, mais il argumente que c'est la seule façon d'éviter de se laisser aveugler. Aveuglé par quoi? Les anecdotes, les gros titres. Voilà. Les anecdotes frappantes, les gros titres chocs, ou même nos propres humeurs, notre propre ressenti qui peut être trompeur. Justement, parlons-en. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à voir ce progrès si les chiffres sont si clairs comme il le dit? Ah, c'est la grande question de la progressophobie. Oui. Alors, selon lui, il y a plusieurs raisons. D'abord, nos propres cerveaux nous jouent des tours. On est victime de biais cognitifs. Comme le biais de disponibilité. Par exemple, oui, une image choc, une catastrophe récente, ça nous marque beaucoup plus que des statistiques qui sont abstraites, elles. Même si ces statistiques montrent une amélioration lente mais continue. C'est ça. Et puis, il y a aussi le fameux biais de négativité. Ah oui, le fait que le négatif nous impacte plus que le positif. Exactement. Les mauvaises nouvelles, ça pèse plus lourd, on retient plus facilement un échec qu'une réussite discrète, quotidienne. Et il pointe aussi le rôle des médias, non? Oui, c'est le deuxième grand facteur selon Pinker. Il cite des études assez intéressantes. Sur le ton des informations. Oui, qui montrent que le ton général des infos, par exemple dans un journal comme le New York Times, est devenu de plus en plus négatif au fil des décennies. Indépendamment de l'état réel du monde. C'est ça qui est frappant. Comme si le prisme médiatique devenait de plus en plus sombre. L'adage bien connu « if it bleeds, it leads ». Si ça saigne, ça fait vendre. Bah oui, ça pousse à privilégier les drames, les conflits, les crises. Le progrès, lui, il est souvent lent, graduel. Moins spectaculaire, moins vendeur. Voilà, ça fait rarement la une. D'accord. Alors, allons-y. Regardons ces fameuses preuves de progrès qu'il avance. On pourrait commencer par quelque chose d'essentiel. La santé, la durée de vie. Oui, alors là, c'est peut-être le domaine où le progrès est le plus spectaculaire. Vraiment difficile à contester.
Qu'est-ce qui est si spectaculaire? L'espérance de vie mondiale moyenne. Elle a plus que doublé en 2 siècles. Plus que doublé. Oui, on est passé d'environ 30 ans à plus de 72 ans aujourd'hui en moyenne mondiale. C'est une révolution silencieuse, mais absolument massive. C'est énorme. Mais la question qu'on entend souvent, c'est « on vit plus longtemps », d'accord. Mais est-ce qu'on vit mieux? Est-ce que c'est des années en bonne santé? C'est une excellente question, et c'est légitime de se la poser. Pinker montre que, globalement, oui, la majorité des années gagnées sont des années en bonne santé. D'accord. Et surtout, il faut penser à la mortalité infantile. C'était un fléau universel. Oui, Il rappelle des chiffres terribles. Au XIXe siècle, même dans un pays comme la Suède, un enfant sur 3 n'atteignait pas ses 5 ans. 1 sur 3. C'est inimaginable aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette mortalité infantile a été divisée par 10, voire plus dans la plupart des pays. Des maladies comme la variole éradiquées. Oui, ça, on l'oublie parfois. Donc on ne vit pas juste plus vieux, on échappe massivement à ces morts prématurées qui fauchaient nos ancêtres. Et même pour les plus âgés. Mais même là, certaines données, par exemple aux États-Unis, suggèrent une baisse des taux de démence à âge égal, ce qui est plutôt encourageant. C'est vrai que c'est un tableau assez différent de ce qu'on entend d'habitude. Passons à la richesse et la pauvreté. Sujet brûlant avec tous les débats sur les inégalités. Oui, absolument. Alors là, Pinker parle de la grande évasion, l'évasion hors de l'extrême pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il faut réaliser que pendant quasiment toute l'histoire humaine, l'écrasante majorité des gens vivaient dans une misère, qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Quelle proportion à peu près? En 1820, c'était près de 90% de la population mondiale qui vivait dans l'extrême pauvreté. 90%? Oui. Et aujourd'hui, ce taux est tombé sous les 10%. C'est C'est du jamais vu dans l'histoire. moins de 10%. C'est un changement absolument radical. Mais alors, les inégalités? On a vraiment l'impression qu'elles explosent, non? Alors là, Pinker apporte une nuance importante. Il dit qu'il faut distinguer 2 choses. Oui, L'inégalité entre les pays et l'inégalité à l'intérieur des pays. d'accord. Et entre les pays? Elle a plutôt tendance à diminuer. C'est ce qu'il appelle la grande convergence. Ah oui, pourquoi? Parce que des pays très peuplés comme la Chine, l'Inde, le Vietnam ont connu une croissance économique énorme et ça réduit l'écart avec les pays historiquement riches. Donc si on regarde l'inégalité mondiale en tenant compte de la population de chaque pays, eh bien elle baisse. Intéressant. Et à l'intérieur des pays riches comme chez nous, là, l'impression d'augmentation est forte. Oui, là la situation est plus complexe, ça dépend des pays. C'est vrai que dans certains pays, notamment les pays anglo-saxons, les inégalités de revenus ont augmenté depuis les années 80. Donc l'impression n'est pas fausse. Non, pas sur les revenus. Mais Pinker invite à regarder aussi autre chose, la richesse absolue et la consommation. C'est-à-dire? Même les ménages considérés comme pauvres aujourd'hui dans les pays développés, ils ont accès à des biens et services, un frigo, un smartphone, des soins médicaux de base. Des choses qui étaient totalement inaccessibles, même aux plus riches, il y a un siècle ou 2. Exactement. Et il souligne aussi le rôle de l'État-providence, des dépenses sociales, qui n'a cessé de croître. La fameuse loi de Wagner. C'est ça. Plus une société s'enrichit, plus elle tend à consacrer une part de sa richesse au service public, à la redistribution, et ça atténue les inégalités de niveau de vie réel, au-delà du seul revenu. D'accord, c'est une perspective à considérer sur la richesse. Mais quid de la sécurité? On vit quand même avec la peur du terrorisme, des guerres, de la violence. Est-ce que c'est juste une impression, là aussi? Eh bien, selon Pinker, et il s'appuie sur beaucoup de travaux d'historiens, de politologues, oui, c'est en grande partie une impression déformée par notre perception et les médias. Carrément. Violente de l'histoire de notre espèce. Moins violente? Vraiment? Avec tout ce qu'on voit aux infos? Oui. Si on prend du recul historique et statistique, regardez les guerres entre grandes puissances. Elles ont ravagé le monde pendant des siècles. Et depuis 1945? Elles ont disparu. Le nombre de morts au combat, si on le rapporte à la population mondiale, est beaucoup, beaucoup plus bas qu'aux époques précédentes. Même avec les guerres civiles, les conflits régionaux. Même en les incluant. Et les génocides, hélas, ils existent toujours, mais ils sont devenus plus rares et moins meurtriers globalement depuis les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Et la violence du quotidien? Les homicides? Même les taux d'homicide, si on regarde sur le très long terme depuis le Moyen-Âge en Europe, par exemple, montrent une tendance spectaculaire à la baisse. Ah oui. Oui, malgré des fluctuations et bien sûr des zones où la violence reste très élevée, la tendance de fond sur des siècles est à la baisse. C'est fou. Et le terrorisme alors? Ça nous préoccupe énormément.
Pinker ne nie absolument pas sa réalité ni sa gravité, mais il insiste pour remettre les chiffres en perspective. C'est-à-dire? Le risque statistique de mourir dans un attentat terroriste, dans les pays occidentaux en tout cas, reste extrêmement faible. Comparé à d'autres risques. Oui, comparé aux accidents de la route ou même aux homicides classiques, qui font beaucoup plus de victimes. La peur immense que génère le terrorisme est selon lui disproportionnée par rapport au danger réel. Une peur amplifiée par la couverture médiatique et les réactions politiques, peut-être? C'est ce qu'il suggère. Et il montre aussi que les morts par accident, que ce soit la route, le travail ou même les catastrophes naturelles, sont en baisse constante. Grâce à quoi? Grâce à la technologie, à la richesse qui permet une meilleure prévention, de meilleures infrastructures, de meilleures normes de sécurité. C'est assez déroutant par rapport au ressenti général, c'est vrai. Et si on passe au droit, à la démocratie, là aussi on entend beaucoup parler de recul démocratique ces dernières années. Oui, et Pinker reconnaît ces inquiétudes. Il voit bien les reculs récents dans certains pays. Mais, encore une fois, il nous invite à regarder la tendance longue. Et sur le long terme, Depuis le 19e siècle, et surtout depuis la fin de la guerre froide, le nombre de démocraties dans le monde a considérablement augmenté, et le nombre d'autocraties a diminué. malgré les soubresauts récents. Malgré les soubresauts récents, la tendance de fond reste positive sur le long terme. Et puis, il y a d'autres indicateurs. Des pratiques comme la torture, l'emprisonnement politique. Elle recule. Elles sont de plus en plus condamnées internationalement. Et globalement, oui, elles reculent, même si elles persistent dans bien trop d'endroits, soyons clairs. Et la peine de mort? L'abolition progresse régulièrement dans le monde. C'est une tendance très nette. Qu'en est-il des préjugés? Racisme, sexisme, homophobie? On a parfois l'impression d'une résurgence. C'est complexe. Les préjugés sont loin d'avoir disparu, c'est évident. Mais si on regarde les sondages d'opinion sur plusieurs décennies, On voit une évolution. oui, une évolution assez nette vers plus de tolérance. Pinker utilise même des indicateurs indirects, comme l'évolution des recherches sur Google, qui montrent un déclin des termes péjoratifs. Intéressant. Et la violence contre les femmes, les enfants? Là où on a des données fiables sur le long terme, comme aux États-Unis sur les viols ou les violences conjugales, les chiffres montrent aussi des signes de recul, même si les niveaux restent scandaleusement élevés, bien sûr. Et le travail des enfants? Ah, ça, c'est une transformation majeure. C'était la norme partout il y a 2 siècles. Aujourd'hui, ça a quasiment disparu des pays riches et ça recule fortement ailleurs, même si le combat n'est pas terminé. Donc, là encore, une amélioration globale, même si elle est lente, imparfaite et parfois menacée. C'est un peu ça l'idée générale, oui. Parlons un peu de notre savoir, de notre qualité de vie au quotidien. Est-ce qu'on progresse là aussi, selon lui? Oui, les indicateurs sont plutôt au vert. L'alphabétisation, par exemple. Elle a explosé, non? Complètement. On est passé d'une petite minorité de l'humanité qui savait lire et écrire à une écrasante majorité aujourd'hui. La durée moyenne de scolarisation a suivi la même courbe exponentielle. Il mentionne aussi un phénomène assez curieux, l'effet Flynn. Ah oui, l'effet Flynn, c'est fascinant. C'est l'observation que les scores moyens au test de QI augmentent de génération en génération dans de nombreux pays. On devient plus intelligent. Pas forcément plus intelligent au sens large, individuellement. C'est plus complexe. Pinker suggère que nos cerveaux s'adaptent mieux au type de raisonnement abstrait, logique, qui est valorisé par la modernité et mesuré par ces tests. D'accord. Et notre vie de tous les jours, est-ce qu'on travaille moins? Est-ce qu'on est plus heureux? Alors, oui, globalement, on travaille moins. Le temps de travail hebdomadaire moyen a baissé dans les pays développés. Et sur toute la vie? Oui, la part de notre vie consacrée au travail a diminué, ce qui nous laisse plus de temps pour les loisirs, pour la retraite. Et la technologie dans tout ça, elle nous isole ou elle nous rapproche? Contrairement à certaines idées reçues qui disent qu'on est plus isolé, Pinker pense plutôt qu'elle a enrichi nos vies sociales. Comment ça? En permettant de maintenir des liens forts avec des gens qui sont loin, par exemple, et puis elle nous donne accès à une quantité de culture, d'informations inimaginables auparavant. Fini l'ennui profond de certaines époques. Et le bonheur alors? Le fameux paradoxe d'Easterlin dit que l'argent ne fait pas le bonheur au-delà d'un certain seuil. Pinker nuance ce paradoxe. Pour lui, le revenu absolu continue d'avoir un impact positif sur le bonheur déclaré, surtout pour sortir les gens de la pauvreté. Après, c'est vrai que la courbe s'aplatit. Mais globalement, le bonheur augmente. Les données sont mitigées. Aux États-Unis, ça stagne un peu, mais dans beaucoup d'autres pays, et pour certains groupes, comme les Afro-Américains aux US, le niveau de bonheur déclaré a augmenté. C'est complexe. Bon, tout ce tableau est très positif. Presque trop beau pour être vrai, diront certains. Pinker ne voit donc aucun problème majeur. L'environnement, par exemple,
c'est difficile d'être optimiste là-dessus, non? Ah non, il ne nie absolument pas la gravité des problèmes. En particulier le changement climatique, il le qualifie de défi existentiel. Mais alors, comment reste-t-il optimiste? Son approche reste ancrée dans la résolution de problèmes. Par la raison, par la technologie, il adopte une perspective qu'on appelle éco-moderniste. L'écomodernisme, Mhm. c'est quoi l'idée principale? L'idée clé, c'est le découplage. Découpler quoi de quoi? Découpler la croissance économique de son impact environnemental. Il pense que c'est possible. Ah oui, il a des exemples. Oui, il prend l'exemple de la pollution de l'air ou de la pollution de l'eau, qui ont fortement baissé dans les pays riches malgré la croissance économique continue. C'est l'idée de la courbe de Kuznets environnementale, ça. Exactement. L'idée qu'un pays pollue plus en se développant au début, puis une fois qu'il atteint un certain niveau de richesse, il a les moyens et la volonté politique de dépolluer, de mettre en place des régulations plus strictes. D'accord, mais pour le climat, ce découplage entre croissance et émissions de CO2, il est quand même loin d'être évident à l'échelle mondiale. C'est vrai, c'est le grand défi. Alors, quelles solutions il propose-t-il? Oui. Des solutions pragmatiques, selon lui. D'abord, donner un prix au carbone. Une taxe carbone ou un marché du carbone? Oui, l'un ou l'autre, ou une combinaison, pour inciter économiquement à réduire les émissions. Ensuite, il est un très fervent défenseur de l'énergie nucléaire. Ah oui, ça c'est un sujet sensible. Oui, mais il la considère comme une source d'énergie bas carbone absolument indispensable pour remplacer les énergies fossiles, même si ça va à l'encontre d'une partie du mouvement écologiste traditionnel. Et en dernier recours, Il n'exclut pas, mais avec beaucoup de prudence, d'envisager certaines technologies de géo-ingénierie pour contrer activement le réchauffement. donc son optimisme, il repose sur quoi finalement? Sur notre capacité à innover. Oui, sur la capacité de l'ingéniosité humaine à trouver des solutions techniques et politiques, comme elle l'a fait pour d'autres problèmes environnementaux ou sanitaires par le passé. C'est un pari sur l'intelligence collective. L'autre grand défi, c'est peut-être la rationalité elle-même, non? Quand on voit la polarisation politique, les fake news, la difficulté à avoir des débats sereins, est-ce que les Lumières triomphent vraiment sur ce plan-là? C'est un point absolument crucial, et Pinker en est bien conscient. Il connaît très bien les travaux sur nos biais cognitifs persistants, les bulles de filtre, les dérives de la sphère publique à l'heure des réseaux sociaux. Donc il n'est pas naïf là-dessus. Non, pas du tout. Mais il note quand même aussi une tendance de fond qu'il juge positive. C'est l'essor de l'approche evidence-based. En médecine, c'est évident depuis longtemps. Mais il voit ça s'étendre à d'autres domaines. Oui, par exemple, dans certaines politiques publiques, avec les nudges inspirés de l'économie comportementale pour inciter à de meilleurs choix. Ou même dans la philanthropie. La philanthropie? Oui, avec le mouvement de l'altruisme efficace, qui cherche à maximiser l'impact réel des dons en se basant sur des études rigoureuses, plutôt que sur l'émotion seule. Donc, pour lui, la raison progresse, même si c'est une lutte de tous les instants contre l'irrationalité ambiante. Et finalement, tout ça nous ramène à son point de départ. Cet humanisme éclairé par la raison et la science, comme boussole morale. C'est exactement sa proposition fondamentale. Il défend l'idée que cet humanisme séculier, donc non religieux, centré sur l'épanouissement humain universel, la vie, la santé, le bonheur, la connaissance, la liberté, Constitue la base éthique la plus solide et la plus souhaitable pour l'humanité au XXIe siècle. voilà. Et il le contraste explicitement avec d'autres types de morale. Comme le tribalisme. Oui, la loyauté aveugle au groupe, à la nation, à la tribu qui a causé tant de conflits, ou les morales fondées sur le théisme, sur la religion. Il est assez critique envers la religion d'ailleurs. Oui, il analyse les problèmes logiques et moraux que posent, selon lui, les religions traditionnelles. Par exemple, le problème de la théodicée. Comment expliquer la souffrance si Dieu est bon et tout-puissant? Ou les violences commises au nom de la foi au cours de l'histoire, Et il observe une tendance mondiale. telle qu'il le mesure. D'accord. Alors, si on devait essayer de synthétiser le message essentiel à retenir de cette longue discussion sur les idées de Pinker. Je dirais que le message central, c'est que le progrès humain n'est pas un mythe, ce n'est pas une illusion. C'est une réalité mesurable. Oui, si on accepte d'utiliser les outils de la raison et de la science pour regarder l'évolution du bien-être humain sur le long terme, à travers des indicateurs concrets, santé, richesse, paix, droit, savoir, on observe une amélioration qui est spectaculaire. Et cette amélioration, elle vient des idéaux des Lumières. C'est sa thèse. Ces idéaux ont fonctionné. Ils ont porté leurs fruits, même s'ils sont constamment menacés et jamais complètement réalisés, bien sûr. Mais ce n'est pas une invitation à se la couler douce, j'imagine. À se reposer sur ses lauriers. Ah, absolument pas. C'est même le contraire.
Pinker insiste énormément là-dessus. Sur quoi? Ce progrès n'est pas une garantie pour l'avenir. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Il n'est ni automatique, ni irréversible. Les problèmes qui restent sont immenses. Oui. Le climat en tête, évidemment, mais aussi les inégalités qui persistent, les risques liés aux nouvelles technologies, l'IA, la bio-ingénierie, les poches de violence, d'oppression qui subsistent. Donc, que faut-il faire? Maintenir le cap, affronter ces défis demande une vigilance constante. Et même, selon lui, encore plus de raison, de science, de coopération internationale et d'humanisme. Ce n'est pas du tout un optimisme naïf ou béat, c'est plutôt un optimisme exigeant, un optimisme de combat, si on veut. Pour conclure, alors, quelle serait la pensée un peu provocatrice ou stimulante qu'on pourrait garder de cette exploration? Eh bien, Pinker va peut-être un peu plus loin que simplement constater le progrès. Il suggère que le déni de ce progrès, La progressophobie, cette progressophobie ambiante, ce n'est pas juste une erreur intellectuelle, ça peut être dangereux. dangereux. Pourquoi? Parce qu'en nous focalisant uniquement sur le négatif, en cultivant le cynisme, la nostalgie d'un passé souvent idéalisé, on risque de faire quoi? On risque de saper notre propre confiance. Notre confiance en notre capacité à résoudre les problèmes? Exactement. On risque de se détourner des outils mêmes, la raison, la science, la démocratie libérale, la coopération, qui ont justement permis les avancées passées qu'on refuse de voir. Et ce défaitisme, il peut ouvrir la porte à quoi? Il peut faire le lit d'idéologies régressives, autoritaires, populistes, qui, elles, promettent des solutions simplistes, souvent en rejetant violemment l'héritage des Lumières. Donc la question qu'il nous laisse, en quelque sorte, c'est Quel est le coût de notre pessimisme collectif? Et à l'inverse, comment est-ce qu'une reconnaissance lucide des progrès immenses qui ont été accomplis, comment est-ce que ça peut nous donner l'énergie, la volonté, la confiance nécessaires pour continuer à améliorer le monde pour tous? C'est une question qui reste ouverte, je crois.